Madame, Monsieur, bonsoir. C'est depuis Al-Rachidia, au cœur du Draat Filalt, que le Maroc a lancé un signal fort, celui d'une relance économique par le territoire. Un lancement symbolique voulu loin de Casablanca et de Rabat pour rappeler que la croissance doit aussi parler l'accent des 10 autres régions du royaume. Le gouvernement a ainsi donné le coup d'envoi du nouveau dispositif de soutien aux très petites et moyennes entreprises, ces TPME, qui représentent l'essentiel, soit plus de 90% du tissu économique national et qui restent pourtant trop souvent les oubliés de nos politiques publiques. Alors ce dispositif adossé à la nouvelle charte de l'investissement, qui a, il faut le rappeler, tardé à venir, promet jusqu'à 30% de subventions directes via 3 leviers, emploi, territoire bien sûr, et activités prioritaires. En clair, soutenir la création d'emplois durables, il faut aussi renforcer l'attractivité de nos régions et miser sur les métiers d'avenir. Mais derrière la promesse des vraies questions, qui va réellement en bénéficier? Les CRI, les centres régionaux d'investissement, désormais en première ligne, sont-ils outillés pour suivre la cadence? Et surtout, chaque dirham public investi se traduira-t-il en emplois pérennes ou en effet d'annonce? Car aujourd'hui, le défi reste immense. Un investissement privé encore sous les 25% du PIB national, un chômage des jeunes qui frôle les 38%. Alors ce dispositif saura-t-il révolutionner nos territoires? Ce soir, dans Question d'actu, on décrypte les promesses, les leviers, mais aussi les zones d'ombre, avec ceux et celles qui accompagnent, qui entreprennent, et ceux surtout qui analysent. Avec moi en plateau, le directeur général du Centre régional d'investissement de la région Tanger-Tétouan Al-Hoceima, Yassine Tazi. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci à vous de l'accepter. Et avec nous aussi, notre expert en affaires économiques, économiste et professeur d'économie à l'Université Mohamed V de Rabat, professeur Zakaria Ferranou. Bonsoir. Bonsoir, merci de l'invitation. Merci à vous de l'accepter. Toujours un plaisir de vous accueillir, professeur. Je sais que votre condition de santé ne le permet pas, mais vous êtes quand même déplacé pour la bonne cause. Merci. Et se joint à nous, et c'est un plaisir aussi que de l'accueillir depuis Casablanca. Elle représente le patronat et les présidents de la commission entrepreneuriat et TPME à la CGEM. Myriam Zairi, bonsoir. Et merci à vous également de vous joindre à nous, c'est un plaisir. Ravie d'être parmi vous, même à distance. Merci. L'essentiel que vous soyez avec nous ce soir. Donc Rachidia, aujourd'hui, est le symbole de la croissance délocalisée, en tout cas du vœu de l'exécutif qui s'est déplacé en grand nombre à cette région du royaume, donc à Draat Filalt et sa capitale Rachidia. Le Maroc déploie un soutien donc direct aux TPME, jusqu'à 30% de l'investissement éligible, on va en parler tout à l'heure. D'abord, Yassine Tazi, quelle est la définition aujourd'hui donnée à une TPME par l'exécutif? Alors, c'est la première question, effectivement, pour savoir si on est éligible ou pas. Effectivement, ce dispositif s'adresse aux TPME. Donc, les TPME, ce sont les entreprises qui réalisent un chiffre d'affaires compris entre 1 et 200 millions de dirhams sur les 3 dernières années. Donc, c'est la définition de la TPME au sens du dispositif dédié aux TPME suivant la charte d'investissement. Est-ce que vous prenez en compte celles qui font moins d'1 million de dirhams? Non, pas pour ce dispositif. Elles rentrent dans les 90% du tissu des entreprises marocaines? Non, alors il y a d'autres, il y a d'autres catégories. Il y a les auto-entrepreneurs, il y en a d'autres avec des seuils différents. Je rappelle par exemple qu'un auto-entrepreneur, c'est entre 200 000 et 500 000 dirhams de chiffre d'affaires annuel, donc qui n'est pas forcément éligible à ce dispositif-là. Il faut aussi rappeler qu'il y a d'autres dispositifs qui existent au niveau national dédiés à ces autres catégories-là d'entreprises. Très bien. On parle de... D'abord, peut-être une réaction, Myriam Zairi, sur cette nouvelle définition. On l'attendait depuis quelques années déjà de définir qu'est-ce qu'une TPME dans notre pays. Oui, effectivement, entre la définition qu'avaient les banques, les autorités publiques, chacun avait sa propre définition. On avait du mal un petit peu à trouver où est-ce qu'on pouvait avoir finalement ce séquençage, j'allais dire, ou cette catégorisation. Aujourd'hui, c'est quand même une définition entre 1 et 200 millions de dirhams qui recouvre un certain nombre de TPME et sur lequel je pense qu'avec le ministère de l'Investissement, on a fait un gros travail pour essayer de couvrir le maximum de cette population TPME qui serait éligible. Nous allons à présent avoir aussi l'avis de professeur Zakaria Ferranou sur d'abord cette définition de la TPME et aussi cette rencontre qui était l'occasion de présenter ce dispositif. J'aimerais bien d'abord avoir un retour sur ce dispositif annoncé en grande pompe hier à Rachidia.
Je pense qu'on attendait normalement ce dispositif qui a été lancé par le chef du gouvernement. Et je pense que le choix de la région a été un choix qui est bien réfléchi parce qu'on est dans une logique un peu de décentraliser un peu, comme vous l'avez dit, la croissance au niveau régional. Et on est obligé aujourd'hui de sortir des grandes villes mastodontes qui créent un peu de la richesse. Vous avez parlé de Casa, ou je dirais la ligne entre Jedida et Tanger qui s'accapare plus de 64% de la croissance. Et pas uniquement, même en termes de zones industrielles, et je parle sous contrôle des experts sur le terrain, en termes de zones industrielles, cette zone, il s'accapare un peu la majorité des différentes zones industrielles qui sont établies. Donc automatiquement, nous avons toujours ce manque à gagner, soit en termes de croissance, soit en termes d'emploi, parce qu'on veut résoudre la problématique de l'emploi qui reste la grande question fondamentale de toutes les politiques économiques qui sont établies au Maroc. Et la solution qui est la plus optimale, c'est de pouvoir lancer cette infrastructure des très petites et moyennes entreprises. Maintenant, sur la définition, je ne crois pas qu'avec la définition de 1 million de dirhams, 200 millions de dirhams, on est arrivé à résoudre le problème. Parce que même au niveau international, le benchmark à l'international atteste qu'il n'y a pas une définition qui est uniforme. Je donne un exemple. Si on prend aujourd'hui les personnes physiques qui travaillent un peu dans le bâtiment, pas sous forme d'entreprise ou sous forme de société, sous forme de personnes physiques, vous avez à peu près les statistiques, je pense, de le Conseil économique et social de l'environnement parle de plus de 750 000 personnes physiques qui travaillent avec les SC. C'est des très très petites entreprises. Je ne pense pas qu'ils arrivent à un chiffre d'affaires de 1 million de dirhams par année, ou je dirais, ils ne peuvent pas être classés dans les TPME. Et donc là, bon, oui, ça permet de sortir d'une certaine polémique de définition, mais je ne pense pas que les banques vont adapter ces définitions. Je viens d'un secteur bancaire, je viens de la Banque centrale, de la régulation bancaire, et je sais que la banque a une autre façon de voir la définition des TPME qui répond un peu aux objectifs de BAL 2, BAL 3 et aussi aujourd'hui BAL 4. Et là, il faut vraiment ouvrir ce débat sur vraiment la définition qui devra être équivalente à celle qui a été avancée par le gouvernement. Mais ce qui est le plus important, c'est qu'aujourd'hui, nous avons un dispositif de financement. Il faut vraiment que ce dispositif réussisse parce qu'on ne peut plus avoir une croissance qui soit uniquement tirée par les 150 entreprises qui dominent un peu le secteur économique marocain. Et on le sait très très bien, ce sont des entreprises en majorité publiques ou semi-publiques. Très bien. Alors, juste pour mettre aussi les choses dans leur cadre, notamment réglementaire, à travers ces nouveaux arrêtés parus au bulletin officiel le 6 novembre dernier, qui ont été annoncés depuis d'ailleurs le lancement de cette charte de l'investissement en 2022. 4 arrêtés sur les critères d'éligibilité, les activités prioritaires, les zones bénéficiaires et enfin les documents requis pour les aides. Yassine Tchazi, on va commencer d'abord par qui est éligible, au-delà du chiffre d'affaires. Très bien. Alors, sans revenir sur ce que vous avez évoqué tout à l'heure, effectivement, c'est un symbole, le fait qu'hier, il y ait eu le lancement officiel du dispositif au niveau de Rachidia par M. le chef du gouvernement et en présence de M. le ministre de l'Investissement, de la Convergence et de l'Évaluation des politiques publiques et en présence de grande partie de l'écosystème public et privé. C'est très important parce que ce dispositif n'a pas été conçu dans un coin de table, ça a été conçu avec une manière concertée avec un certain nombre d'intervenants dans l'écosystème, justement, pour avoir un dispositif qui réponde aux besoins. Dont la Confédération des toutes petites et moyennes entreprises, pas la CGEM, qui est une voix aussi, qui représente les toutes petites entreprises. Bien sûr. Est-ce qu'ils ont été impliqués dans les discussions ? Il y a eu des discussions élargies. Alors maintenant, dans le détail, on pourra toujours voir. Vous avez dit toutes les parties prenantes. J'aimerais juste savoir, est-ce que vraiment toutes les parties prenantes ont été impliquées dans l'élaboration ? Oui. À ma connaissance, oui. Maintenant, bien évidemment, l'idée, c'était de récolter, bien sûr, tous les inputs de la part de tous les intervenants et essayer de voir justement en quoi ce dispositif pourrait répondre aux besoins qui ont été identifiés. Alors, qui est éligible ? Vous l'avez rappelé tout à l'heure, les TPME représente 90% du tissu économique national, c'est plus de 75% des emplois déclarés. La charte d'investissement qui a été lancée, vous l'avez rappelé, il y a quelques années maintenant, se compose, je le rappelle, il y a 4 dispositifs au niveau de la charte d'investissement. Le dispositif principal, qui a été déployé depuis plus de 2 ans maintenant et qui s'adresse aux projets d'une taille assez importante, puisque ce sont des projets qui sont supérieurs à 50 millions de dirhams et 50 emplois ou à minima 150 emplois. Donc aujourd'hui, c'est un dispositif qui est opérationnel. Il y a le deuxième dispositif qui est destiné aux projets stratégiques, donc qui est supérieur, les projets qui sont supérieurs à 2 milliards de dirhams d'investissement, qui est aussi opérationnel. Il y a le troisième dispositif qui est celui dont on parle aujourd'hui, c'est le dispositif dédié aux très petites et moyennes entreprises qui vient d'être lancé. Et enfin, il y a un 4e dispositif qui sera lancé prochainement, qui est un dispositif dédié à l'appui aux entreprises marocaines à l'international.
Donc ce dispositif TPME, il est destiné aux TPME, donc celles qui ont un chiffre d'affaires compris entre 1 et 200 millions de dirhams, qui vont avoir un projet d'investissement dont le montant est compris entre 1 et 50 millions de dirhams, pour justement compléter les dispositifs principaux qui s'adressent aux projets supérieurs à 50 millions de dirhams. Il s'adresse alors pour les projets qui vont créer de l'emploi avec un ratio emploi-investissement supérieur ou égal à 1,5, en dehors du tourisme pour lequel ce ratio a été baissé à 1. Concrètement, on a un projet d'investissement. Ce projet d'investissement va créer 15 emplois. Pour un investissement de 10 millions de dirhams, ça donne un ratio de 1,5. Donc l'idée, c'est que ce ratio soit un minimum exigé pour pouvoir bénéficier de ce dispositif. Qu'est-ce qui assure la pérennité de l'emploi? Est-ce qu'il y a un outil de contrôle post-déblocage de l'aide? Alors, on en parlera. Quand on parle d'emploi, ce sont des emplois pérennes, stables, qui sont maintenus pour une période minimum de 18 mois. Avec, bien sûr, tous les contrôles qui seront faits à travers les déclarations CNSS, etc. Après les 18 mois? Après les 18 mois, bien sûr. Non, mais après les 18 mois, il n'y a aucun problème à peut-être licencier la personne ou la garder. L'idée, ce n'est pas de dire qu'est-ce qui va se passer après 18 mois. Parce que quand on parle d'un emploi pérenne, 18 mois, est-ce qu'on peut parler d'un emploi pérenne qui couvre une période de 18 mois? Alors, il faut bien fixer le seuil quelque part. Très bien. Pour pouvoir justement être efficace, il fallait définir une période, celle de 18 mois et celle qui a été adoptée pour ce point-là. La troisième condition pour en bénéficier, donc on a parlé du montant d'investissement, on a parlé de l'emploi. Il y a un troisième critère qui est lié aux fonds propres. Il faut que l'entreprise puisse financer 10% du montant d'investissement en fonds propres. 10%, c'est le seuil qui a été fixé. Et enfin, la quatrième condition, c'est que l'activité qui sera réalisée, c'est une activité qui fait partie de la liste des activités prévues au niveau de ce dispositif. Donc il y a une quinzaine de secteurs avec des filières qui ont été définies pour pouvoir bénéficier donc, de ce dispositif. Est-ce que ces textes d'application couvrent toutes les zones grises, à savoir le cumul d'aides, par exemple, et ce contrôle a posteriori? Alors là, il faut comprendre quelque chose, c'est que la charte, de manière générale, est venue répondre à une volonté d'avoir un cadre transparent, clair, pour bénéficier d'appui de l'État pour la création d'emplois et le développement des investissements dans notre pays. Maintenant, ce dispositif, il y a des conditions pour en bénéficier, il y a des critères d'éligibilité, il y a des moyens de contrôle. Est-ce que ces critères d'éligibilité, elles couvrent les cumuls d'aides? Parce qu'il y a beaucoup de programmes. Il y a des programmes qui se chevauchent. Là, on va y revenir d'ailleurs. Il n'y a pas forcément de chevauchement. Et comment éviter, par exemple, que des groupes ne contournent pas la règle via des holdings, Mathalan? Là, vous savez, il y a des commissions aujourd'hui, il y a des organes de vérification. Quels sont ces organes de vérification, Yassine? Alors, aujourd'hui, parce que c'est l'argent, il s'agit de l'argent public. Bien sûr. On va donner à Ce qu'il faut savoir, justement, c'est que pour avoir un cadre concerté de prise de décision, ces demandes, en tout cas pour bénéficier de ces subventions-là, sont traitées, examinées par la Commission régionale unifiée d'investissement, qui, je le rappelle, a été instaurée pour avoir un cadre unifié de prise de décision pour l'ensemble des demandes liées au projet d'investissement. La charte, une demande pour bénéficier de la charte d'investissement est un acte lié à l'investissement. Donc c'est cette commission-là qui réunit le CRI, les autorités et l'ensemble des services déconcentrés, la CJUM et d'autres partenaires, on va dire au niveau des régions. Qui sont outillés pour savoir si tel ou tel demandeur de projet ne bénéficie pas d'autres aides. Exactement. Alors, sachant qu'il faut voir justement, il y a des cas où il est possible de cumuler certaines aides. Rien n'interdit aujourd'hui le cumul de certaines aides tant qu'elles ne sont pas redondantes sur le même objet, etc. Et dans les cas où c'est spécifié, là, c'est spécifié. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la réglementation est suffisamment bien faite pour pouvoir analyser et vérifier si effectivement les conditions sont requises ou pas. D'accord. Donc, ça ne pose pas de problème. Mais on peut, par exemple, auditer l'actionnariat effectif et les liens économiques qu'ont ces demandeurs de projets. Bien sûr. Il y a un certain nombre de pièces aujourd'hui qui sont exigées dans le cadre de ces demandes-là. D'accord. Donc c'est à travers ces analyses. Est-ce que vous pensez, Myriam Zaïri, que c'est la grande solution aux soucis de l'entrepreneur marocain aujourd'hui, ces nouveaux arrêtés de la charte de l'investissement? En tous les cas, ce qui est certain, c'est que c'est une étape critique et cruciale qu'on attendait avec beaucoup d'impatience, vous l'avez dit, depuis l'annonce de cette charte d'investissement. Le dispositif de la TPME était un dispositif qui était extrêmement attendu par l'ensemble du tissu économique, puisqu'il concerne encore une fois plus de 90% de notre tissu économique. Et donc, sur ce sujet-là, on est plus que ravis de le voir être aujourd'hui opérationnel sur l'annonce officielle qui s'est faite hier à Rachidia. Et donc, ça, c'est déjà une étape qui est très, très importante et, à mon sens, qui est structurante. Ensuite, le deuxième élément à préciser, c'est que c'est un dispositif qui se veut ambitieux.
Vous l'avez dit aussi, on va jusqu'à des primes qui vont jusqu'à 30%, des subventions qui vont jusqu'à 30% du montant d'investissement primable, entre guillemets, avec une vraie approche sur 3 piliers qui sont le pilier de la création d'emplois. Et c'est là où on a vraiment besoin d'un tissu économique, notamment de TPME, qui soit beaucoup plus créateur d'emplois que ce qu'on a aujourd'hui, beaucoup plus compétitif, de manière très transparente. Le deuxième sujet étant le point relatif aux régions, donc pouvoir dynamiser les régions et sortir de ce fameux axe El Jadida-Tanger. Et puis le troisième étant de pousser quelques activités, quelques secteurs qu'on estime être créateurs de valeur et encore une fois créateurs d'emplois et qui peuvent s'intégrer sur des chaînes de valeur internationales et repositionner l'offre Maroc en termes de compétitivité. Donc tout ça vient un petit peu dynamiser, renforcer cette ambition qu'on a de manière commune, avoir l'investissement privé passer à 2/3, qui est un objectif qu'on s'est donné tous collectivement et qui doit pouvoir pousser ces TPME à oser un petit peu plus, un peu plus d'ambition, sortir un petit peu du... Mais pour qu'elles puissent sortir, Mariam Zahili, pour que ces TPME puissent sortir de ce marasme, il faut dire qu'elles vivent un marasme aujourd'hui. Déjà, les existantes en témoignent le taux de défaillance d'entreprises. Des dizaines de milliers d'entreprises mettent la clé sous la porte. C'est un peu partout comme ça, c'est pas propre au Maroc. Mais est-ce que cela va répondre aux urgences de l'entreprise marocaine? Et si oui, concrètement, comment, selon vous, comment vous voyez que cela va aider l'entreprise marocaine davantage, ne serait-ce que pour... D'abord, est-ce que ça peut être un effet de levier de financement? Est-ce que grâce à ces aides, on pourrait, ou l'entreprise pourrait aspirer à avoir ce fameux crédit bancaire que peut-être avant... il aurait été défavorable? Alors oui, pour répondre à votre question de manière très transparente, clairement, les sujets de la TPME sont des sujets multiples. Vous avez parlé de celui qui arrive en premier, à savoir l'accès au financement, mais il n'y a pas uniquement le sujet de l'accès au financement, les délais de paiement en un autre, tous les sujets de compétitivité de manière générale sont des sujets majeurs pour ces TPME. L'accès au marché, que ce soit aussi privé ou public, sont aussi des enjeux qui sont critiques. Et donc aujourd'hui, clairement, pouvoir avoir une action directe, concrète et très pragmatique sur leur capacité d'investissement et de génération de revenus et de génération de création d'emplois, clairement, c'est un accélérateur qui, à notre sens, est très important. Maintenant, tout l'enjeu qui va être fait, et ça, je serais ravie de pouvoir entendre aussi mes collègues autour de la table sur ce point-là, tout l'enjeu, c'est l'opérationnalisation. Parce que sur le papier aujourd'hui, je trouve qu'on coche beaucoup de cases en toute transparence. Il y a beaucoup d'ambition, il y a les conditions favorables pour pouvoir faire ce décollage de l'investissement privé. L'enjeu pour nous, ça va être un enjeu collectif, de manière très transparente et une responsabilité collective de toutes les parties prenantes, de savoir comment on va opérationnaliser et puis surtout de ne pas tomber encore une fois dans les mêmes travers qu'on a pu avoir sur les autres programmes d'appui à la TPME, à savoir rester sur l'axe uniquement financier et de financement. Exactement. Et oublier malheureusement systématiquement le parent pauvre de tous ces dispositifs, à savoir l'accompagnement. Parce que le besoin d'un entrepreneur est aussi au niveau de l'accompagnement pour pouvoir upgrader l'ensemble de ces entrepreneurs-là et en faire vraiment des entrepreneurs plus investisseurs, plus créateurs de valeur et d'emplois. Et donc ça va être l'enjeu important sur lequel il faut sensibiliser sur l'existence de ce dispositif, encore une fois, qui est vraiment différenciant et structurant pour l'investissement de la TPME de manière très transparente, mais il va falloir l'accompagner et l'accélérer avec des programmes aussi d'accompagnement qui sont tout aussi importants pour pouvoir réussir le succès de ce dispositif-là. Alors, les séries sont des points d'entrée, il faut le dire, et nous avons avec nous le directeur du série de Tanger Tétouan Al-Husseima, et donc on va certainement l'interpeller sur l'exécution sur le terrain. Un commentaire, Zakaria Ferranou, sur ce dispositif. Est-ce qu'il saura révolutionner nos territoires ou ce serait un flop comme d'autres
programme d'accompagnement, pour ne citer par exemple que Força, qui est toujours d'ailleurs en audit pour voir effectivement quelles ont été les failles de ce programme gouvernemental. Très bien, mais il faut me donner un peu le temps pour pouvoir expliquer. Bon, j'ai écouté un peu mes collègues et je pense que le débat est très intéressant parce qu'on va vraiment dans un focus très opérationnel, surtout avec, nous avons l'expertise du directeur du CIRI de la région Tanger, Tétouan Husseima. Mais je pense que le débat, il est encore plus stratégique. Ça veut dire qu'il faut parler un peu de politique économique. Et sur ça, je ne sais pas pourquoi, mais on n'arrive pas à lire, que ce soit les rapports en interne ou les rapports extérieurs. Je reviens ici, ce qui m'interpelle, c'est le rapport de l'OCDE, le dernier rapport qui était le premier pour le cas du Maroc et qui a focusé de façon importante sur la TPME. Et je prends 2 chiffres très importants. Si on regarde aujourd'hui, par exemple, les investissements qui sont effectués par les TPME ou par les entreprises dans leur ensemble, en termes je dirais, d'investissement en capital physique. Ça veut dire ce qui permet un peu de générer l'innovation et de créer ce qu'on appelle la productivité du capital. On trouvera uniquement 13%. Attention, je parle des TPME et je parle également des grandes entreprises. Donc pas d'investissement productif. Je vais arriver à mon idée. Voilà, c'est à quoi je veux arriver. Deuxièmement, si on prend l'investissement en capital humain, ça veut dire l'investissement en formation, que ce soit pour les grandes entreprises et les petites entreprises, ça ne dépasse même pas 8%. Si je prends les recherches et développement, parce que là, l'objectif, ce n'est pas de financer les PME, je suis tout à fait d'accord avec notre collègue, c'est que l'objectif, ce n'est pas l'argent. Mais je pense qu'instrumentaliser le financement, c'est la façon la plus facile pour le gouvernement pour monter une politique donnée dans un secteur donné. Et donc aujourd'hui, lorsqu'on dit on va donner 30% en termes de financement des investissements, ça va être accueilli parce que c'est la démarche la plus facile. Mais la démarche la plus délicate, c'est de pouvoir résolver les problèmes structurels qui existent au niveau de l'emploi ou au niveau de la TPME. Et permettez-moi de dire, premièrement, le Maroc, durant 15 ans à 20 ans, il a créé de la croissance, mais c'était une croissance éphémère. Nous n'avons que 6 à 7 ans, depuis 2000 jusqu'à, je dirais, 2010, ça veut dire 10 ans, qu'on avait créé suffisamment d'emplois, entre 100 et 150 000 emplois, à cause de la croissance qui permettait de générer de l'emploi. Aujourd'hui, depuis 2010 ou 2012 jusqu'à aujourd'hui, nous n'arrivons plus à créer de l'emploi. Et ça, on peut l'interpeller, nous, les économistes, ça veut dire les universitaires, si on écoute, personne ne veut écouter les économistes. On appelle ça, nous, c'est sûr, on vous écoute ici, voilà. Régulièrement. Bon, je parle en général. C'est que nous avons une croissance qui est éphémère. Ça veut dire qu'ils n'arrivent pas à créer de l'emploi. Pourquoi ? Parce que notre démarche politique n'est pas dans une croissance pro-emploi. Et lorsque je parle pro-emploi, ça veut dire qu'il faut avoir une vision de soit emprunter la vision allemande ou la vision italienne. Et là, je pense que lorsqu'on a parlé tout à l'heure, notre collègue il a sifflé le terme de filière, il faut que notre croissance soit une croissance de filière. Ça veut dire qui permet de créer beaucoup d'employabilité. Aujourd'hui, si on prend également d'autres défis structurels, aujourd'hui, on ne parle plus de concurrence. Le problème de la concurrence se porte de façon très importante au niveau de l'ensemble des TPME. Parce que, pourquoi ? Laissez-moi dire un mot très simple, c'est que les PME aujourd'hui trouvent la concurrence avec les entreprises qui sont plus grandes au Maroc et qui ne veulent pas avoir un effet taille, ils veulent uniquement avoir un effet profit. Et je parle ici des grandes mastodontes qui existent dans le marché marocain. Regardez, dans les modèles qui sont les modèles économiques les plus libéraux, ça veut dire les États-Unis, l'Europe, etc., lorsque vous avez une grande entreprise dans un secteur, elle cherche à faire de la concurrence à l'international. Aujourd'hui, les grandes entreprises marocaines, qui sont très grandes, qui sont vraiment des mastodontes, ils n'arrivent à faire la concurrence qu'en interne, ça veut dire dans l'économie endogène, à part quelques exceptions qui ont des avantages, je dirais, des barrières naturelles ou des avantages naturels. Et donc automatiquement, il y a des problèmes qui sont liés à la concurrence qu'il faut résoudre. Et là, ça rejoint le fait d'avoir un accès au marché public, un accès à des secteurs particuliers. Et également, ça permettra aussi d'ouvrir le débat sur la concurrence et la compétitivité des entreprises, que ce soit au niveau national ou international. Il y a également un autre élément très important, c'est que aujourd'hui, est-ce qu'il y avait une étude d'impact ? Ça veut dire, on se pose toujours sur les questions de politique publique ou les politiques économiques, est-ce qu'il y avait une étude d'impact ? Ça veut dire, est-ce qu'il y a des études qui ont été élaborées pour voir l'argent ou les données publiques qui seront débloquées pour ces TPME, est-ce qu'il y a une étude d'impact sur comment ça va résolver la problématique de croissance, je dirais, centralisée. Ça veut dire comment ça va résoudre un peu cette problématique d'inégalité territoriale. Et également, est-ce que ça permettra de résorber le chômage ? Moi, ce qui m'intrigue, ce qui vraiment me touche énormément, c'est que parfois on entend des chiffres avec des milliards de dirhams qui créent 700, 800 emplois.
Et là, il faut se poser une question fondamentale. C'est qu'on a un ICOR qui est très très faible. Ça veut dire pour chaque 9 dirhams investis, nous générons 15 seul dirhams. Je dirais 7 dirhams pour être un peu avec l'actualisation de 2024. Et aujourd'hui, nous casquons suffisamment d'argent, mais nous générons uniquement un emploi qui est très très faible. Et donc, la dynamique, je ne pense pas que ça doit être focusé uniquement, et ça je rejoins l'idée de notre ami de la CGEM, c'est que ça ne doit pas uniquement être un focus sur les procédures, sur qui va bénéficier ou qui ne va pas bénéficier, et sur l'argent. Il faudra avoir un débat réel sur le rôle des TPME dans la croissance économique. Et permettez-moi d'interpeller un discours de Sa Majesté le Roi Mohamed VI. Il y a 2 ans, 3 ans, il a parlé de 500 milliards de dirhams qu'il faut mobiliser de l'épargne publique pour pouvoir financer les TPME. Qu'en est-il de cette question? Nous avons toujours l'épargne publique qui est aux alentours de 645 milliards de dirhams qui est toujours investie dans les banques du Trésor. Est-ce qu'avec ces structures de financement de l'économie, on pourrait avoir un décollage des TPME au Maroc? C'est une grande question. C'est une grande question. Vous avez évoqué beaucoup de... Alors, ne serait-ce que... Parce que je vous ai dit, c'est le ministère de l'Investissement, et vous l'avez dit tout à l'heure, c'est l'évaluation aussi des politiques publiques. Et me pousse à vous interpeller, Yacine Chazi, sur la transparence. Est-ce que les KPIs seront publiés de manière trimestrielle, par exemple, pour justement savoir quel est l'impact de cet investissement public pour les entreprises privées? Alors, juste un mot, et je répondrai à votre question très brièvement. Il faut revenir un peu, je pense, au contexte. Il y a les autres orientations de Sa Majesté l'Ainsro qui concernent l'investissement, qui étaient très claires par rapport à l'importance de mettre en place tout ce qu'il fallait en termes de cadre incitatif, etc., pour créer de l'emploi, pour créer de la richesse, créer de la valeur ajoutée, notamment pour les petites entreprises. Alors, ce dispositif-là s'inscrit dans cette vision-là, bien sûr, dans la vision de la charte, et il a 3 objectifs, parce que l'idée, ce n'est pas de répondre à toutes les problématiques possibles sur l'emploi, mais il a 3 objectifs clairs. Le premier, c'est stimuler la création d'emplois. Ça reste un des objectifs majeurs. Pérenne. Pérenne. Sur 18 mois. Enfin, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. À partir de 18 mois. C'est juste parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. Mais très brièvement. Juste avancer, voilà. oui, donc, si vous le permettez. Stimuler la création d'emplois. Deuxième objectif, c'est d'accompagner en tout cas cette volonté de renforcement de l'équité territoriale. D'où une prime territoriale pour, on va dire, favoriser encore plus les territoires qui ont peut-être un peu moins d'attrait et d'atouts que d'autres. On parlait de l'axe Casaraba, etc. Troisième objectif, c'est effectivement, aujourd'hui, il y a des écosystèmes, il y a des secteurs et des filières qui créent de l'emploi, qui créent beaucoup d'emplois. L'idée, c'est de consolider les écosystèmes existants, mais aussi d'encourager les filières d'avenir sur lesquelles, aujourd'hui, il y a une volonté de monter en gamme, d'être encore plus présent sur la chaîne de valeur et donc de donner une prime aussi sur cette filières-là qui ont été jugées prioritaires. Donc, pour replacer le contexte, et je réponds maintenant du coup à votre question qui était donc de la transparence. Alors, bien sûr qu'il y a de la transparence. Parce que vous avez parlé de justice territoriale, oui. Justement, est-ce qu'on pourra savoir que telle ou telle région, elle a créé autant d'entreprises avec tant d'emplois, et ce sera sur le site du CRI? Bien sûr. Est-ce que ce seront des données publiques? C'est ça ma question pour être plus exact. Combien d'argent a été débloqué? Qu'est-ce qu'il a créé comme emploi? Et un suivi régulier. Si vous voyez... Sur quelle période? Alors, si vous voyez le dernier bilan des commissions nationales d'investissement, donc qui suite au lancement du dispositif principal de la charte d'investissement. Il y a eu 9 commissions nationales d'investissement qui ont concerné, en tout cas qui ont approuvé 250 projets d'investissement qui représentent 414 milliards d'investissements et près de 180 000 emplois. Ça, c'est un bilan chiffré du dispositif principal qui a été lancé il y a plus de 2 ans de cela. Et il y a une répartition territoriale par région, par province, qui a bénéficié, etc. Donc, c'est exactement la même logique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on lance un dispositif, il y a des critères, il y a un objectif, etc. Il y a un suivi rigoureux qui est fait par les CRI et avec, bien sûr, le ministère de l'Investissement. Et l'idée, justement, c'est qu'il y ait aussi... Enfin, les CRI qui dépendent du ministère de l'Investissement. Quand je dis ça, est-ce qu'un audit externe est prévu? Parce que sinon, on fait de l'auto-audit, en fait, ce que vous dites. Là, mais qui dispose de la data? Non, c'est ce que je dis. Vous allez, oui, vous disposez de la data, mais est-ce qu'il y aura un audit sur ces actions, parce qu'il s'agit de deniers publics? Bien sûr, un audit pourra toujours être réalisé par des organismes externes pour vérifier l'efficacité du dispositif. Mais je pense que là, on est en train vraiment de... C'est pour mettre des garde-fous, Yacine Chazi, justement, parce qu'il s'agit... Alors, on parle d'un seuil jusqu'à 30% de l'investissement. Quels sont les barèmes précis par volet? Alors, effectivement, c'est un maximum. Lorsqu'on dit 30%, c'est un maximum. Ces 30% sont répartis sur 3 axes. Le premier, dont on a parlé tout à l'heure, c'est sur l'emploi. En fonction du ratio dont on a parlé tout à l'heure, qui est le ratio
emploi stable sur l'investissement réalisé, pérenne sur l'investissement réalisé. Donc il y a trois seuils. Si ce ratio est compris entre 2 et 5, la prime liée à l'emploi sera de 5%. Si ce ratio est compris entre 5 et 10, la prime à l'emploi sera de 7%. Et dès supérieur à 10, la prime à l'emploi sera de 10%. Ça, c'est sur le premier axe. Sur le deuxième axe qui concerne la prime territoriale, il faut savoir qu'aujourd'hui, cette prime varie de 0 à 15% selon les territoires. Les territoires qui ont été jugés suffisamment attractifs, qui attirent déjà de l'investissement grâce à leurs atouts, grâce à leurs infrastructures, etc., n'ont pas de prime territoriale. Et par contre, d'autres ont entre 10 et 15%. Si on prend l'exemple de la région Tanger-Tétouan-Hoceima, on a par exemple les préfectures de Tanger-Assela et la province de Fast-Anjra qui accueillent un certain nombre de zones industrielles. Il y a le port de Tanger-Med, etc. Donc, ils sont suffisamment bien, on va dire, dotés en 0%. Par contre, si on voit le Hoceima, c'est une prime territoriale de 15%. Et si on voit les autres provinces, Tétouan, Mderf, etc., c'est 10%. Donc c'est pour vous dire, aujourd'hui, les barèmes sont très clairs. Il y a la liste exacte en 2 listes. Est-ce qu'il y a un plafond par projet entreprise ? C'est ces plafonds-là. Ces plafonds-là. C'est-à-dire que l'investissement doit être compris entre 1 et 50 millions de dirhams. Ensuite, c'est jusqu'à 10% pour la prime emploi, jusqu'à 15% pour la prime territoriale, et on a 10% pour les secteurs et les filières qu'on a jugées prioritaires. Donc il y a une liste d'activités aujourd'hui qui est parue dans les textes où justement, si l'activité qui sera réalisée par cette entreprise fait partie de la liste des activités prioritaires, donc automatiquement, elle aura une prime de 10%, soit un maximum, si on coche toutes les cases, de 30% de l'investissement primable. Et, très bien. Alors, il y a une question qui a été soulevée tout à l'heure par Marine Zairi sur l'accompagnement. Est-ce que les séries sont aujourd'hui prêts, les ressources humaines, ITO, pour jouer ce rôle qui leur est conféré à la base, depuis leur création? Tout à fait. Alors, effectivement, il ne suffit pas de concevoir un beau dispositif, il faut pouvoir l'opérationnaliser de la meilleure manière possible. Donc, c'est pour cela que les séries aujourd'hui qui ont une présence territoriale au niveau de l'ensemble des 12 régions du Royaume se sont préparées, bien sûr, au déploiement de ce nouveau dispositif. Premièrement, en ayant une nouvelle organisation qui a été adoptée récemment avec des cellules et des services spécialement dédiés au lancement et au suivi du dispositif TPME. Ça, c'est une première étape. Donc, l'organisation a été mise à jour et actualisée pour pouvoir justement avoir des équipes dédiées au lancement et au suivi de ce dispositif. Toutes les démarches se feront en ligne, donc 100%, via la plateforme nationale Série Invest. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, n'importe quelle entreprise peut déjà déposer sa demande en ligne. Donc ça permet d'assurer la traçabilité, la transparence et le suivi pour l'entreprise qui va déposer son projet. Troisièmement, aujourd'hui, les délais sont maîtrisés, c'est-à-dire qu'il y a une transparence totale sur les délais en termes de validation des dossiers qui seront déposés, en termes de programmation au niveau des commissions. Quel est le délai cible entre dossier complet, décision, signature, premier versement? Alors, parce qu'on a des gens qui nous regardent, ça les intéresse, qui regardent cette émission. C'est surtout cela qui les intéresse, c'est combien d'argent et en combien de temps je pourrais avoir peut-être aspiré à cette aide. Alors, lorsqu'un dossier est déposé, au maximum, l'investisseur reçoit une réponse au bout de 2 jours, au maximum. C'est-à-dire soit le dossier est comblé et il est validé, soit il y a encore des compléments ou des pièces manquantes et dans ce cas-là, il est retourné avec ces remarques-là. Une fois qu'il est validé complet, au plus tard, je dis bien c'est un maximum, 20 jours plus tard, le dossier est programmé et examiné en commission régionale unifiée d'investissement. Pour la décision? Pour l'examen, l'instruction du dossier et la prise de décision. Sachant que, par exemple, lorsqu'on regarde la moyenne des délais d'instruction des demandes liées au projet d'investissement de manière plus générale au niveau de la région Tanger-Tétouan-Hoceima, à titre d'exemple, on est à moins d'une semaine. C'est-à-dire que n'importe qui dépose un dossier complet, une semaine plus tard, son dossier est examiné en commission. Une fois que le dossier est examiné en commission, là, il y a 2 possibilités. Soit il y a encore effectivement des compléments parce que certains process ou autres, certaines informations sont manquantes, donc elles sont retournées à l'investisseur avec un délai pour y répondre. Soit la demande est validée. Dans ce cas-là, le CRI prépare la convention, le projet de convention qui va être signé au niveau des partenaires concernés, les départements ministériels concernés, l'investisseur, le CRI et le wali de la région. Une fois que la convention est signée, l'investisseur peut démarrer, on va dire, les travaux de son projet par rapport à entre la décision et la signature. Ça, c'est un délai procédural, mais qui ne dépassera pas maximum 1 mois entre l'approbation du dossier par la commission et la signature de la convention d'investissement. Et le premier versement? Alors, le premier versement dépend de l'investisseur. Justement, aujourd'hui, il y a des modalités de déblocage de ces fonds-là. Donc, une fois que la convention est signée, je rappelle qu'il y a des conditions qu'il faut vérifier. Une fois que l'investisseur... Alors, ces conditions sont en train d'être finalisées, en tout cas détaillées, mais en gros, lorsque l'investisseur aura réalisé son investissement, avec les justificatifs liés à son investissement, il pourra percevoir un premier versement de sa prime.
L'autre partie de la prime sera versée une fois que l'engagement lié aux emplois dont on a parlé tout à l'heure, les emplois stables, aura été vérifié, c'est-à-dire la condition d'avoir 18 mois, d'avoir des emplois Donc ça, c'est la deuxième 18 partie. Mais juste pour le premier versement, combien plus ou moins entre le dépôt de dossier et le premier versement? Ça va dépendre. Entre le dépôt du dossier et le premier versement. Oui. Écoutez, il y a un. Parce que là, on en est déjà à 2 mois. C'est ça, mais là, alors une fois que l'investissement aura été réalisé, donc il y a un certain nombre de procédures à lancer, notamment la commission qui va vérifier si les justificatifs liés à l'investissement sont présents ou pas, etc. Il peut y avoir la même commission qui peut décider d'aller sur le terrain pour vérifier un certain nombre de choses, parce qu'il ne faut pas oublier que cette prime est destinée à couvrir un certain nombre de choses. Il y a les études qui sont couvertes par cette prime. Il y a les équipements. Il y a la partie foncière, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, s'il y a des travaux... Et où la partie accompagnement? Parce qu'il s'agissait d'accompagnement, justement. Alors, l'accompagnement, juste pour préciser sur ce point, l'accompagnement fait partie, comme vous l'avez dit tout à l'heure, intégrante des missions du CRI. Oui. Ce qui fait que n'importe quel investisseur aujourd'hui, n'importe quelle entreprise qui souhaite bénéficier du dispositif, il y a aujourd'hui des équipes dédiées au niveau du CRI qui vont l'accompagner en termes d'information, mais également il y a des programmes d'accompagnement de formation à l'entrepreneuriat. On a le Investanger Academy à titre d'exemple au niveau de Tanger qui forme aux bases de l'entrepreneuriat pour des jeunes porteurs de projets et des jeunes entreprises. On a des programmes dédiés à l'export. Donc il y a toute une panoplie de programmes d'accompagnement qui existent et dont on fait bénéficier n'importe quel porteur de projet qui vient solliciter ces programmes-là. Est-ce qu'il y a des recours prévus en cas de refus? Des recours? Est-ce que c'est prévu par la charte? Non, pour des raisons simples, c'est qu'aujourd'hui, lorsqu'il y a un refus, il est justifié. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un dépose un dossier qui n'est pas éligible... Non, mais si la commission décide qu'il n'est pas éligible et que la personne veut faire un recours pour... Il peut toujours déposer un recours auprès du CRI qui pourrait réexaminer le dossier. Mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les critères sont tellement clairs que ça sera assez facile à vérifier. D'accord. Est-ce qu'on a, vous avez, j'ai beaucoup de questions parce que le sujet vous concerne principalement. Est-ce qu'il y a, vous avez déjà préétabli, parce que vous avez parlé d'open data, le taux de dossiers acceptés / rejetés par région. Par exemple, pour la région que vous représentez aujourd'hui dans le série de Tanger, Tétouan, Hoceima. Est-ce qu'on se fixe des objectifs? Est-ce qu'il y a déjà existant un taux des c'est-à-dire vous vous êtes fixé une cible de on va accepter tant, on va rejeter tant? Non. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un dispositif national qui est déployé de manière en big bang au niveau de l'ensemble des régions. On a un historique au niveau des différentes autorisations liées au projet d'investissement. Si on prend par exemple les chiffres de 2024 au niveau de la région de Tanger, Tétouan, Hoceima, le taux d'avis favorable des demandes qui nous sont déposées, toutes procédures confondues, que ce soit des conventions d'investissement, des autorisations urbanistiques, des autorisations liées à l'environnement, l'acceptabilité environnementale et d'autres, on est aux alentours de 85%, ce qui est un taux très bon, parce que l'idée, notre objectif, c'est qu'on soit à 100%. Après, bien sûr, chaque projet est différent, chaque projet, il y a un accompagnement, et là je reviens sur l'accompagnement qui est fait en amont pour maximiser les chances de réussite de ces projets. Il y a la logique guichet, c'est-à-dire qu'il y a un guichet qui reçoit, traite et instruit les dossiers, mais il y a un grand travail qui est fait en amont d'accompagnement avant le dépôt et la validation des dossiers pour en tout cas donner du conseil auprès des intermédiaires et des investisseurs qui sont accompagnés par ces intermédiaires pour leur dire attention, voilà ce que la réglementation prévoit, voilà ce qu'il faut corriger, etc. pour maximiser les chances de réussite de ces dossiers et d'acceptation par la commission. Donc, un commentaire, c'est un travail très important qui est fait. Non, généralement, je n'ai pas de commentaire parce que c'est procédural. On est en train de parler du métier du CRI. Mais globalement, je pense que on est en train de parler, très bien. Zakaria Ferrano, d'un dispositif qui vient d'être lancé en grande pompe et qui concerne des dizaines de milliers Mais maintenant, je donnerai un commentaire. Et le rôle du CRI, aujourd'hui, il n'a jamais été aussi important. Parce que là, on parle de déverser des aides d'investissement. La réforme des CRI a permis aux CRI de devenir un élément clé dans la gestion territoriale, du développement territorial, pas uniquement des TPME. Et je pense que si, je prends argent comptant, ce qui a été avancé par le directeur du CRI de Tanger, Tétouan, Hoceima, c'est que si on arrive à, tout est beau, si on arrive à réaliser un peu cette panoplie de procédures qui permettra un peu d'avoir un financement. Et si on arrive à un taux de 95% d'acceptation des financements au niveau de la région, ça sera vraiment une réalisation très importante. Mais moi, ce qui m'importe, c'est que où est la vision régionale? Ça veut dire lorsqu'on prend Tanger, Tétouan et le Hoceima, je sais très très bien que c'est une grande région et la partie rurale est très importante aussi dans cette région. La partie montagne dont a parlé aussi Sa Majesté le Roi Mohamed VI, qui est vraiment très importante en termes territoriaux
au Maroc aussi, comment ça va être, je dirais, 30% du perçu. territoire. Voilà, pour tout le Maroc. Mais je Exact. sais que la région de Tanger aussi, et Tétouan Al-Hoceima, est aussi une région où il y a beaucoup de monde rural et monde montagne, le monde des montagnes, autrement dit. Et donc, automatiquement, moi, je pense que si on arrive à avoir cette territorialité et cette approche d'égalité territoriale dans les projets d'investissement, parce qu'aujourd'hui, lorsque vous rentrez à Tanger, oui, c'est une très belle ville, il y a un très grand investissement, un très grand effort, mais les régions un peu de Tanger, les régions de Tétouan, je pense qu'ils méritent encore plus d'investissement. Surtout, permettez-moi de prendre un exemple très parlant, un rapport qui va sortir du Conseil économique et social, dont j'ai eu un peu un briefing par rapport à ça, c'est que parmi les grandes lacunes en matière des très petites entreprises, c'est qu'il n'y a pas d'incubateur dans les régions rurales. Et donc, automatiquement, parfois, vous voulez créer un projet d'investissement. Là, c'est une étude qui va sortir, ce n'est pas moi qui parle, c'est le Conseil économique et social. Et lorsque vous avez des régions où il n'y a pas d'infrastructure, que ce soit, je ne parle pas d'incubateur comme à l'américaine, mais je parle d'infrastructures routières, d'efforts d'investissement dans la plateforme, d'infrastructures logistiques pour les très petites entreprises, ça ne permettra pas de résorber initialement le problème de l'emploi. Et là, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, c'est que l'emploi, c'est l'investissement. Pour nous, les économistes, si vous voulez employer, il faut avoir de l'investissement. Il faut que l'investissement soit créateur de valeur ajoutée pour qu'il y ait de l'emploi. Ça veut dire qu'il n'y a pas une autre solution que cette façon de faire. Et maintenant, d'où les mesures d'impact. Est-ce qu'on peut avoir des mesures d'impact? Non, c'est-à-dire des mesures d'impact de cet investissement. Est-ce que c'est que l'emploi? Pour ne pas réduire l'impact de la charte d'investissement. Parce que lorsqu'on parle de la charte d'investissement, c'est un cadre réglementaire qui permet de donner plus d'élan à l'investissement. Oui. Et pour nous, l'investissement, c'est lui qui crée l'emploi. Il n'y a pas une autre manière. Maintenant, créer l'emploi pérenne dont vous avez parlé tout à l'heure, c'est une question encore plus large. Pourquoi? Comment calibrer l'emploi pour qu'il soit pérenne? Pour qu'il soit pérenne, il faut qu'on change un peu la structure de la croissance dans l'économie marocaine. Il ne faut pas oublier que l'économie marocaine est basée sur deux grands secteurs. Vous avez les services qui s'accaparent plus de 52% de la valeur ajoutée. Et lorsqu'on parle de services, on parle d'employabilité qui reste fragile. Nous avons vécu ça dans la Covid-19. Nous l'avons vécu également avec les chocs inflationnistes 2022-2023. Et on peut reprendre toute l'histoire. Les économies qui sont basées sur les services, ce sont des économies en termes de fragilité d'emploi très accrues. Deuxièmement, vous avez un secteur qui est le secteur agricole qui reste un peu archaïque et classique. Et à chaque fois que vous avez ce débordement en termes de pluviométrie, vous avez des problèmes en termes de croissance. Et n'oublions pas que le secteur agricole, il emploie plus de 40% de la population active. Et donc, automatiquement, c'est normal que vous aurez un emploi qui soit éphémère ou qui soit vraiment, je dirais, très volatile. Maintenant, pour résoudre la problématique, je pense que le remède est clair, et ça a été évoqué aussi par Sa Majesté Mohamed VI, c'est qu'il faut qu'on arrive à une structure économique où l'industrie ne représente pas moins de 40%. Et attention, c'est un benchmark à l'international. Et donc là, moi, je serais un peu différent, c'est que je dirais que le troisième volet qui a été évoqué par le chef de gouvernement, c'est les métiers. Ça veut dire qu'il faut focuser sur les métiers qui sont créateurs d'emplois. Et c'est ça le plus important. Et il faudra les former. Mariam Zaïri. Le capital humain, c'est un autre problème. Ça ne peut pas se faire sans Mariam Zaïri. Je ne peux être que d'accord avec les différentes interventions, mais permettez-moi de... Oui, justement. Je voulais vous faire réagir. Et beaucoup plus pragmatique et terre-à-terre, à savoir que l'un des défis principaux de ce dispositif, contrairement aux autres dispositifs qui ont déjà été opérationnalisés sur la charte d'investissement, est définitivement le volume qu'il va avoir à traiter. Et donc, effectivement, on n'est pas dans les mêmes considérations en termes de taille et d'échantillon qui est adressé par ce dispositif-là. Et donc, je pense qu'il faut s'assurer que le maximum de TPME soit d'abord sensibilisé, que ce dispositif existe. Vous n'avez pas conscience à quel point il reste encore un très gros déficit d'informations sur les dispositifs mis à la disposition de ces TPME. Donc, l'information est vraiment quelque chose sur lequel on insiste beaucoup, la sensibilisation et l'accompagnement pour qu'ils puissent être en mesure de déposer ce dossier-là aussi. Et donc, je pense que c'est sur ces deux éléments-là que collectivement, et notamment avec la CGM, on va mobiliser au travers des fédérations, des antennes régionales, effectivement, pour qu'un maximum de TPME soient
au courant de ces dispositifs ambitieux en leur faveur et en la faveur de l'investissement productif qui est créateur d'emplois, pour reprendre un petit peu les éléments clés dont on a déjà discuté. Et puis surtout, s'assurer que derrière, en termes d'opérationnalisation au niveau du CRI, le volume qui va être reçu va être traité, et on espère dans les mêmes niveaux d'acceptance ou en tous les cas d'avis favorables que ceux que vous avez cités sur les 85%, pourquoi pas atteindre beaucoup plus sur cette partie-là. Mais j'insiste vraiment sur ce côté, il va y avoir, c'est un dispositif qui est complètement différent de celui qu'on a déjà expérimenté par le passé. Et donc qui a nécessité une gouvernance différente de celle qui a été celle, bien entendu, mais pour lequel l'ensemble des parties prenantes doivent vraiment se préparer et assurer à maximiser les chances d'obtention de ces TPME qui sont ambitieuses et désireuses d'investir. Oui. Est-ce qu'il y a une enveloppe budgétaire pour le 2025-2026 pour les dispositifs TPME qui est déjà prévue? Yassine Tchazi. Pour répondre, un point important qui a été évoqué par ma collègue, effectivement, l'information et les sensibilisations sont très importantes. D'ailleurs, depuis hier, au niveau national, au niveau de chaque région, il y a des caravanes de sensibilisation qui sont organisées et qui vont être organisées dans les prochaines semaines au niveau de toutes les préfectures et provinces pour justement, en présence bien sûr avec le CRI, les autorités, la CGEM, les chambres professionnelles, tout l'écosystème va aller à la rencontre de ces entreprises-là justement pour les informer de lancement de ce dispositif, pouvoir répondre à leurs questions, les accompagner pour comprendre un peu les différents mécanismes jusqu'au dépôt de leur dossier et post. Vous n'avez pas besoin de renfort? En interne, vous voulez dire? Oui, pour résorber, pour absorber les caravanes. Non, aujourd'hui on est outillé pour ça. Non, aujourd'hui on est outillé pour ça. Donc, par contre, effectivement, il va falloir. On ne peut plus dire que on a essayé, mais on n'a pas entendu parler du CRI. Le CRI sera présent dans toutes les provinces, exactement. Même les plus rurales. Tout à fait. Avec l'accompagnement nécessaire pour le rural. Tout à fait. C'est un point très important qu'a soulevé. Sur ce point-là, justement, qui était important, et je vous répondrai sur le budget, il y a deux logiques qui sont différentes. Il y a la logique de l'investissement public et celle de l'investissement privé. L'investissement public a un dol état dialogue. Il y a un cadre pour l'investissement public. Il y a les stratégies sectorielles qui sont menées par les départements ministériels. Il y a les programmes de développement régionaux. Il y a les programmes de développement territoriaux intégrés qui sont en cours d'élaboration. Donc tout ça pour objectif de créer toutes les conditions nécessaires pour accueillir des investissements privés en termes d'infrastructures, de connectivité, d'accès, etc. Donc ça, c'est un autre cadre. On ne parle pas de ça. Encore une fois, le dispositif TPME ne vient pas résoudre d'autres problèmes. Bien sûr. Sur, justement, qu'apporte le dispositif TPME? Ça, c'est une question importante. La liste des activités et des secteurs éligibles et des filières éligibles n'a pas été faite au hasard. Elle a tenu compte des atouts de chaque province et de chaque territoire au niveau national. Quand on voit qu'aujourd'hui, il y a des activités, il y a une quinzaine de secteurs. Lorsqu'on voit les secteurs, il y a des secteurs qui concernent toutes les régions du Maroc et il y a même certains secteurs qui concernent des régions spécifiques. Lorsqu'on va parler par exemple d'aquaculture, toutes les régions ne sont pas concernées par l'aquaculture, mais néanmoins, aujourd'hui, celles qui ont justement le littoral et les ressources sont concernées. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce qu'au final, il y a eu un vrai travail de fond d'analyse pour dire aujourd'hui quels sont les atouts de chaque territoire, en tenant compte bien sûr des territoires à caractère rural, et comment justement on peut accompagner et stimuler la création d'emplois dans ces territoires-là. On ne va pas créer de l'industrie partout. Tous les territoires ne sont pas aptes à accueillir des projets industriels. Vous parliez tout à l'heure d'investissement industriel. Si on prend la région de Tanger, de Tangier, au niveau de la préfecture de Tanger, enfin, on va parler de la région, c'est la moitié des emplois, c'est des emplois industriels. On a plus de 50%. Voilà. Mais, comme vous dites, aujourd'hui, il y a des territoires ruraux qui ne vont pas profiter de cet engouement, de cette dynamique industrielle, qu'il va falloir accompagner sur les filières sur lesquelles elles ont un atout, en tout cas une appétence naturelle. Dans le tourisme par exemple, rural. Si je suis agriculteur, voilà. Exploitant agricole dans la région, je dois venir à Tanger, me déplacer. Et donc, vous avez prévu aussi des campagnes pour ce genre d'investisseurs. Tout à fait. C'est-à-dire que les secteurs concernent effectivement l'aquaculture, l'élevage de bétail ou autre. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des secteurs très spécifiques, on va dire, mais qui tiennent compte justement de ces spécificités-là pour être dans une logique d'inclusion et d'équité territoriale, encore une fois. Quelle enveloppe budgétaire 2025-2026 ? Alors, il n'y a pas d'enveloppe budgétaire prédéfinie, ça c'est important. Donc je pense justement, vous parliez tout à l'heure du pilotage et du reporting. Aujourd'hui, il y aura un pilotage très précis qui sera fait, justement pour voir un peu les volumes et l'engouement que va susciter ce dispositif-là, justement. Et il y aura bien sûr des décisions qui seront prises au fur et à mesure pour ajuster, dire que justement, peut-être il y aura un seuil qui sera défini dans les prochaines semaines ou prochains mois. Mais à ce stade, il n'y a pas un budget arrêté à date. C'est pour quand les premiers déboursements ? On peut les attendre pour quand ?
Écoutez, moi, ce que je veux vous dire, c'est qu'on a, depuis le lancement Parce que officiel c'est ce hier... qui, encore une fois, je me mets à la place d'un entrepreneur. C'est Oui, pour ça que bien je vous sûr. pose ces questions-là. Mais dès qu'il aura ça... Alors, déjà, on a déjà des premiers dossiers qui commencent à être déposés. Donc, ça montre que même en ayant à peine démarré cet exercice de sensibilisation et de communication, il commence à y avoir un intérêt, donc ce qui est très rassurant et prometteur. Oui, mais ce n'est pas rassurant pour eux s'ils ne savent pas c'est quand qu'ils pourront... c'est très simple. À partir du moment... Si bien sûr, si le projet est accepté, que ça a été signé, etc. À partir du moment où le projet est accepté et la convention signée, l'investisseur doit réaliser son projet. On va débourser lorsqu'un projet d'investissement est réalisé. Il n'y a pas d'enveloppe budgétaire, vous disiez. Là, il n'y a pas d'enveloppe budgétaire sur le dispositif en lui-même. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de dire que le dispositif fait 3 milliards de dirhams et donc c'est 3 milliards de dirhams au niveau national. Ah. Je suis en train de parler, quand vous parlez de budget, c'est-à-dire... C'est ça, c'est voilà. Cette enveloppe budgétaire. J'ai dit enveloppe budgétaire. Voilà, pour l'instant, c'est-à-dire que l'idée, c'est de, en tout cas, comme vous dites, accepter les projets, commencer les déboursements dès que les projets seront réalisés. Ah, donc voilà, donc vous confirmez, est-ce que les déboursements vont commencer juste après feu vert du projet? Bien sûr, dès que le projet est réalisé et qu'il y a les justificatifs de déboursement, le déboursement démarre. Il y a donc pas vous disposez d'un budget? On dispose d'un budget, mais qui n'est pas arrêté dans le sens où aujourd'hui, il y a les crédits nécessaires pour débloquer. Pour l'instant, c'est open, effectivement. Pour l'instant, c'est open. Et la part de l'État, est-ce qu'il y a une part pour les régions? Non, il n'y a pas une répartition du budget par région, non. C'est une enveloppe nationale. C'est une enveloppe nationale. Est-ce qu'il y a des mécanismes de caducité des crédits non consommés, par exemple? Toujours pas à ce stade. Voilà, juste pour ce qu'on connaît, notamment quand il s'agit d'investissement public, vous savez comment ça se passe. Tout à fait. Et vous assurez, Yassine Chazi, sur ce plateau, qu'il y a une publication semestrielle de tous les KPIs. Ah, complètement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans la transparence la plus totale et au contraire, c'est toujours intéressant, ne serait-ce qu'en interne, pour voir là où il y a la demande et là où il faut faire un effort supplémentaire pour toucher le maximum d'entreprises au niveau de l'ensemble des régions. Donc, entre engagement et décaissement, c'est-à-dire on saura combien vous êtes engagé sur combien et tout ça va être public. Tout à fait. Très bien, en toute transparence. Complètement. Quelle est la prochaine étape? Alors la prochaine étape, on en parlait tout à l'heure, ce sont les caravanes de sensibilisation, donc qui ont déjà démarré depuis hier à Rachidia et qui sont en train de généraliser au niveau de l'ensemble des régions. Et puis, donc, les prochaines étapes, c'est le traitement des dossiers qui nous seront déposés. Aujourd'hui, n'importe quelle entreprise peut déposer sa demande pour bénéficier du dispositif spécifique destiné aux TPME au niveau de la plateforme Série Invest. Et donc, dès que les premiers dossiers seront complets, ils seront automatiquement programmés au niveau des commissions compétentes, la commission régionale unifiée d'investissement, et traités pour pouvoir signer les premières conventions d'investissement. Avec cette commission nationale d'investissement qui dépend du chef du gouvernement. Merci beaucoup, Yassine Chazi. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous également, Zakaria Ferrano. Merci, Mariam Zairi. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci. Et je vous promets que nous ferons certainement un bilan d'étape, Inch'Allah, bientôt pour connaître l'avancement de ce grand projet, donc lancé hier, ce dispositif d'accompagnement, notamment financier, des TPME et surtout pour donner une nouvelle dynamique au territoire. Merci à vous pour votre fidélité à cette émission. Très bonne soirée.